Eh bien, bonjour à tous. Voici pour notre quatrième point info hebdo. Alors, désolé, un petit peu de retard par rapport à d'habitude où on le publie plutôt le vendredi, mais là, on a enregistré un petit peu plus tard. Dans ce point hebdo, on va pouvoir voir nos amis paramédicaux qui nous ont accompagnés dans cette crise, hein, les infirmières, les IAD, les kinés. Donc, on aura Claire Fazillo qui est cadre supérieur de santé à la Pitié. On aura Sidalia Dominguez qui est IAD également à la Pitié. On aura également avec nous Anne Freinet qui est kinésithérapeute au CHU de Bordeaux dans ma réanimation. Et on aura également Catherine Pogenburst qui nous parlera cette fois-ci de la réhabilitation et de la sortie des patients de réanimation qui va également, vous le savez, nous poser quelques petits problèmes. On va commencer tout de suite par un petit peu d'épidémio comme d'habitude. Voilà, vous voyez sur ce graphique la France est ici en rouge. Là, bon, c'est un peu erratique. Là, il y a une petite d'hospitalisation et d'entrée en réanimation ces derniers jours, hein. Si vous avez entendu le directeur général de la santé frontière, vous avez vu qu'il y avait effectivement un tout petit peu plus d'hospitalisation ces derniers jours. Bon, on voit que le gros problème, évidemment, se situe actuellement aux États-Unis. Alors en France, il y a toujours quand même 5700 patients qui sont en réanimation, hein. Je vous rappelle que c'est 4700 lits habituellement, jusqu'à 500 lits de réanimation, 4700 ou 5000 lits de réanimation en France en temps normal. Donc là, on est encore au-dessus de nos capacités habituelles, hein. Et ça, ce sont pour des patients Covid, plus bien sûr. Bien, les autres patients en réanimation vont être encore sur d'autres lits. Donc, on n'est pas encore revenu à une situation pour l'instant stable et il y a encore beaucoup d'endroits qui sont saturés. Il y a 30 600 patients qui sont hospitalisés, donc là encore, toujours très tendu dans les secteurs d'hospitalisation. Pour ce qui est dans le monde, on a vu les États-Unis reste un gros point noir, avec notamment New York, hein, comme on avait vu sur le point hebdo précédent. Et puis, il y a un regain de cas en Asie du Sud-Est, particulièrement à Singapour, où cas ont quadruplé sur les 7 derniers jours. En Corée aussi, il y a toujours des cas. Au Japon aussi. Malheureusement, même s'ils maîtrisent bien la situation, l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée dans ces régions-là. Et mes contacts là-bas sont quand même assez anxieux de savoir comment ils vont tenir sur la longueur, en réussissant à isoler les cas au fur et à mesure, avec une épidémie qui progresse malgré toutes les mesures de prévention qui sont prises. Juste quelques données sur les régions. Vous voyez, la disparité est toujours présente, hein, avec l'Île-de-France qui est évidemment la plus touchée, hein, à l'heure actuelle, mais le Grand Est aussi. Voilà, toutes les régions évidemment sont touchées, mais vous voyez par exemple en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, il y a quand même pour l'instant beaucoup moins de cas et on a été préservé pour l'instant de la grosse vague, mais on a des entrées régulières qui continuent. Donc je vous le dis en termes de communication, mais il y a le site de la SFAR, bien sûr, hein, vous le savez, vous voyez, 129 publications à l'heure actuelle sur le site, 394 000 vues, hein, donc c'est énorme, on touche très au-delà maintenant de l'anesthésie-réanimation. Il y a 242 000 visiteurs uniques, hein, c'est monstrueux par rapport à d'habitude, et 311 000 téléchargements. Voilà, la communication de la SFAR, c'est le site, bien sûr, dans un premier temps. C'est également Facebook. Donc là, la diapositive précédente, c'était actualisé à aujourd'hui. Là, c'est les données du 7 avril, mais vous voyez quand même, là aussi, beaucoup de publications. 459 000 sur la portée des publications, donc ça, c'est beaucoup. Sur Twitter, également, l'ASFAR est active, hein, avec 245 000 pour la portée des publications. Et maintenant, on est à 5 431 abonnés. Et là aussi, très bien. Enfin, YouTube, où nous diffusons ce point hebdo, mais également plein d'autres vidéos de l'ASFAR. Vous voyez, 9 publications pour le Covid. La plus vue est à 112 000 vues et la moins vue est à 3 000 vues et 217 000 vues au total. Et on est passé à 5 400 abonnés. Donc la visibilité de l'ASFAR, hein, sur tous ces moyens de communication est assez bonne. Également très important, Avirea, vous l'avez vu si vous êtes allé sur le site. Donc c'est notre
C'est notre système d'aide communautaire avec des experts qui répondent à vos questions. Habituellement, on a quelques questions qui viennent régulièrement et là, évidemment, avec le Covid, ça a explosé. Donc, vous voyez, on a eu 180 demandes d'avis depuis le 16 mars, avec un nombre de demandes moyennes par jour au plus haut qui était de 8 à 10 demandes d'avis par jour, ce qui est à peu près un par heure ouvrable, ce qui était assez compliqué à traiter malgré le groupe d'experts qui était mobilisé. Et vous voyez, on a traité toutes ces demandes avec une moyenne de délai de réponse qui était aux alentours de 2 heures. Donc, on répondait quand même très rapidement à toutes ces demandes d'avis et on a compilé toutes ces questions pour faire un FAQ qui est évidemment disponible sur le site de l'ASFAR avec les questions les plus fréquentes et les réponses que nous y avons apportées qui ont été bien sûr actualisées en fonction des données que nous avions au fur et à mesure. Et donc, vous pouvez aller voir ces questions fréquentes et ces réponses sur le site de l'ASFAR pour bien sûr vous aider et vous informer. Et puis, évidemment, l'ASFAR a communiqué dans les grands médias, hein, vous avez vu à la télé, notamment Jean-Michel Constantin, mais aussi Catherine Poggenburst, Marc Léon et autres qui sont passés à la télévision, ou Philippe Montravert pour donner des conseils et des avis d'experts. Et puis, on a fait des tribunes, vous voyez, dans le Figaro, notamment pour les infirmières de réanimation notamment, hein, les paramédicaux toujours qui ont été à nos côtés, et puis dans le point là pour expliquer comment on a pu augmenter le lit de réanimation grâce notamment bien sûr à l'anesthésie-réanimation, mais également aux IAD, également aux infirmières de réanimation et du SC et d'ailleurs qui sont venus nous aider, donc tout le monde qui a participé à cet élan pour réussir à augmenter ces lits de réanimation. Donc bien sûr, les infirmières et les IAD qui étaient avec nous au premier plan et donc on va tout de suite les retrouver pour une petite interview. Et bien comme convenu, on est avec Madame Claire Fazillot qui est cadre supérieur de santé pour la réanimation chirurgicale à la Pitié-Salpêtrière et Madame Sidalia Dominguez qui est infirmière anesthésiste diplômée d'État, donc IAD, et qui a été happée par cette crise dans la réanimation où elle a un peu changé d'univers par rapport au bloc opératoire. Donc on va démarrer tout de suite avec Claire. Donc comment ça s'est passé un petit peu l'organisation de cette vague de Covid à Paris là, et à la Pitié en particulier au niveau des infirmières de réanimation, comment ça s'est un petit peu organisé? On a commencé tout simplement à transformer les réanimations existantes en réanimation Covid+. On a renforcé un peu le personnel. On les a mis à une infirmière pour deux et une volante en plus au début, histoire avec l'habillage qui prend un peu de temps et la charge de travail est plus importante. Donc ça, c'était les premières réanimations standards, entre guillemets. Et après, quand il a fallu ouvrir d'autres réanimations, on a pris les lits de soins continus qui se sont transformés en réanimation. Puis, ça c'est la première étape. Et après, on a transformé des unités qui n'étaient pas du tout en lien avec soins critiques, mais plutôt avec l'anesthésie, par exemple, où on a pris l'unité de chirurgie ambulatoire, donc qui se sont transformés en 15 lits de réanimation, avec des infirmières de bloc opératoire, des infirmières de chirurgie, ou infirmières anesthésistes et infirmières pour renforcer en termes de compétences. Une fois que ces unités ont été ouvertes, on a fait des unités intermédiaires, step down comme ils disent, avec des infirmiers de réanimation qui sont plus légers, entre guillemets, où on a mis des infirmières chirurgie principalement, avec juste une infirmière de réanimation ou une IAD pour encadrer tout ça. Qui a permis justement d'avoir des réanimations lourdes avec des infirmières très formées de réanimation de base et des réanimations plus légères avec des infirmières un peu moins formées. D'accord. Et donc, comment s'est passée un petit peu la formation? Donc, au départ, les infirmières de réanimation qui sont formées à la réanimation, mais peut-être qu'il y avait moins l'habitude de voir beaucoup de patients contagieux comme ça, parce que souvent c'est un, deux, mais là c'était une grosse vague de patients contagieux, donc il a fallu faire la formation de l'habillage et tout ça. Et puis ensuite, l'intégration de toutes ces infirmières venues d'ailleurs et qui ne sont pas effectivement habituées à la réanimation. Donc, ça s'est fait comment un petit peu l'organisation de la formation? Donc sur les infirmières qui sont venues en renfort, on les a formées d'abord, on a monté d'abord une formation pour le département d'anesthésie réanimation avec un cadre anesthésiste et médecin animateur. C'était une formation en 2 jours, un jour de théorie et un jour de pratique. Après, cette formation s'est étendue à toutes les infirmières de la Pitié-Salpêtrière qui étaient volontaires pour travailler en réanimation. Et après, ça s'est étendu à tous les gens qui sont venus de partout pour nous aider et qu'on a formés aussi.
Une fois ces 2 jours faits, au maximum, on a essayé de leur faire une petite intégration de 1, 2, 3 jours. Ça n'a pas été le cas à chaque fois, mais on a fait au maximum pour que en compétence rapidement. Ouais, super. Et donc tout ça s'est passé évidemment en pleine crise, mais avec un bon esprit, avec effectivement tout le monde qui voulait venir aider. Et personne s'est senti complètement dépassé grâce à cette formation et cette aide des gens formés vers ceux qui arrivaient dans un univers complètement nouveau. Ça s'est plutôt bien passé. Faut être honnête, hein, ça a été difficile, même pour celles qui étaient très volontaires, hein. Il y a eu beaucoup de stress, mais elles l'ont dit. Mais on les a accompagnées, donc elles se sont senties soutenues par les infirmières, pour le coup de réanimation, qui étaient formées, qui étaient à côté. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a des moments difficiles, hein, pour tout le monde, mais ça s'est globalement bien passé. Alors donc justement, on va aller vers Sidalia, donc infirmière anesthésiste, donc qui a plus l'habitude du bloc opératoire, je suppose, qui d'habitude va pas en Oui. réanimation, et donc qui, là, au cours de cette crise, s'est vu fermeture de bloc et puis propulsé dans la réanimation. Donc comment ça organise? Comment ça fait d'être évidemment du bloc vers la réanimation, même si la formation IAD permet d'avoir une petite vision de la réanimation au début, ça faisait un moment que vous étiez éloigné de tout ça. Donc comment ça se passe un peu? Ah bah même un long moment parce que contrairement à la majorité des IAD, je n'ai pas fait 10 ans de réa avant de faire IAD. J'étais infirmière de chirurgie, voilà, et dans le service où je vis actuellement. Bon, j'avais fait un peu de soins intensifs, mais voilà, la réanimation, la seule approche que j'avais eue, c'était pendant mes études infirmières, donc il y a 10 ans, et puis la formation IAD. Donc voilà, moi le plus gros souci c'était plutôt le terme d'organisation, c'est que comme vous dites, il y a eu fermeture de bloc, on s'est retrouvé à aller renforcer les équipes, ce qui n'est absolument pas un problème, c'est en crise, il faut y aller, et voilà, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Et, mais voilà, l'organisation de Réa, voilà, moi je ne connaissais pas. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'IAD, on a une certaine autonomie dans notre travail, que n'ont pas les infirmières. Donc déjà, mon premier jour, c'était nouveaux locaux, nouvelles personnes que je ne connaissais personne. Donc on y va sur des œufs. On passe toute la journée à demander où est le matériel, où sont les choses. Et c'est un peu compliqué, on se sent pas efficace à 100%. On veut être efficace, mais même si on sait qu'on ne peut pas être efficace à 100% dès le départ, c'est frustrant. Et puis après, c'était, mais alors, est-ce que vous pouvez, enfin, ça vous pouvez le faire, je peux jouer avec la noradrée, je peux régler le respi, comment, voilà, fallait que je trouve ma place en fait, fallait que je retrouve ma place en tant qu'infirmière diplômée d'État et plus en tant qu'IAD. Bon, après, il y a des débordements de toute façon, et les internes ont profité un peu justement du fait que je sois IAD pour dire, bah ça, du coup, tu sais faire, tu peux faire. Ou quand il y avait des entrées et que, patient un peu limite, on allait intuber, poser KTC, KTA, plus d'une fois, on m'a dit, de toute façon, il y a une IAD, et si Dalia peut poser l'artère ou elle peut intuber, moi, on me dit voilà, je suis comme vous pour l'instant, je sais faire. Si on a besoin de moi, je le fais. Sinon, voilà, je reste à ma place. Mais au départ, moi, c'était un petit peu compliqué. Oui, il y a des patients, le confinement, quoi, le habillage, déshabillage, tout ça, on nous avait un peu. Au fur et à mesure qu'on entendait parler, pareil, ça s'est mis en place aussi au bloc opératoire. Il y a la médecin anesthésiste qui nous formait sur l'habillage, le déshabillage, si on avait un patient suspecté, comment il fallait s'habiller, comment il fallait intuber, le protocole, tout ça. Mais après, c'est directement dans le bain, hein. C'est en 5 minutes. Les 2 patients là-bas, ce sont les tiens. À tout à l'heure. Mais bon, après, je suis toujours là, hein, ça s'est bien passé. Oui, bah c'est sûr, oui, non, mais ça, effectivement, la crise a pris de court un peu tout le monde et Voilà. il a fallu gérer tout ça. Et effectivement, c'est pas facile de trouver sa place et d'harmoniser tout ça. Et donc là, ça a été effectivement le rôle des infirmières de réanimation et des cadres pour pouvoir harmoniser tout ça. Et donc, c'était pas simple, hein, mais on a vu qu'il a fallu matcher avec une infirmière qui était déjà bien formée et une vieille, entre guillemets, infirmière de réanimation qui pouvait aider ses collègues. Et puis, des jeunes, entre guillemets aussi, infirmières là, qui venaient aider. Donc, effectivement, c'est compliqué. On voit bien que c'était compliqué, mais qu'au final, ça a fonctionné quand même. C'est-à-dire qu'on a pu s'occuper des patients, sauver des patients qui, sinon, n'avaient pas de place en réanimation.
Et donc, je pense que je ne sais pas comment est le ressenti de tout le monde maintenant qu'on a un peu passé la crise très aiguë, même si bon, il y a toujours de la surcharge. Le ressenti de tout le monde est bien, je suppose, par rapport à tout ça, maintenant qu'on a passé le côté stress de départ. Globalement, oui, on est fatigué, hein, parce qu'il faut dire, voilà, on est fatigué, mais oui, on s'entraide. C'est vrai que voilà, il y avait toujours au moins une infirmière, de toute façon, une infirmière volante, du coup, qui pouvait venir aider, et ça aide, hein, vraiment, c'est assez efficace. Mais après, voilà, on essaye de faire une prise. On est quand même assez content de notre prise en charge, ou en tout cas, on fait au mieux. Et c'est vrai que là, ça commence, au bout de 5 semaines, ça commence un peu à tirer. Ça s'est très bien. Enfin, je pense que globalement, ça s'est très bien passé. Tout le monde est content. Là, on arrive à la période où les gens sont fatigués et ça tire. La fatigue arrive, malgré l'enthousiasme. Il y a toujours de la bonne humeur. Très bien passé, mais là, on tire un peu sur la corde. Ouais, et en plus, il a fallu gérer donc, les ressources humaines avec des soignants qui sont tombés malades au fur et à mesure. Il y a aussi des soignants comme le Covid. Hein, il n'est pas un secret de savoir que vous aussi, Claire, vous avez effectivement été contaminée et on voit que vous êtes revenu, ça y est, ça c'est bien. Donc il a fallu gérer ça aussi, ça a été compliqué à gérer. Alors, globalement, sur la pitié, je ne sais pas si c'est de la chance, mais on a eu très peu de soignants malades pendant vraiment le pire de la crise, quand on s'est étendu et j'ai jamais vraiment retrouvé en difficulté de personnel en fait. Après, bizarrement, c'est plutôt l'encadrement qui a été au départ, l'encadrement et les médecins ont été touchés. Et là, on arrive aux soignants. Oui, on voit heureusement, grâce à beaucoup de formations et que finalement, même des gens moins habitués ont été bien formés. Et donc, grâce à tout ça, on a essayé d'éviter au maximum la contamination. Et donc, ça, c'est bien, effectivement. Hein, ça a permis de préserver les ressources humaines. Mais effectivement, au bout de 4 semaines, 5 semaines, et ben, à force d'être en permanence dans l'environnement, sans compter que la contamination a pu se faire à l'extérieur aussi, hein, par le biais des familles et autres, bah, évidemment, ça finit par être contaminant. Mais ce qui est bien, c'est de voir que même si des gens n'étaient pas habitués, en les formant bien, etc., on a pu éviter d'avoir une vague aussi chez les soignants. Ça, c'est quand même assez gratifiant pour tout le monde. Clairement, enfin moi je pense qu'avant la semaine dernière, sur mes réa, enfin, mon personnel de réa d'avant, si on a eu 15 malades, c'était le maximum quoi. Il y a vraiment très peu eu au départ en tout cas. Oui, ça, c'est vraiment un bon point. Et donc maintenant, alors les infirmières anesthésistes, pour l'instant, vous restez toujours en réanimation ou est-ce que vous avez commencé à reprendre le bloc opératoire? Comment ça se passe? C'est un peu le flou artistique depuis quelques semaines. C'est vrai qu'on nous met là où il y a besoin. Donc personnellement, j'ai fait les 15 premiers jours dans un bâtiment. Là, j'ai changé de bâtiment. Mes collègues, c'est pareil, hein. Donc là, pour l'instant, on est toujours en réanimation. On sait que bah, derrière les blocs, enfin, les chirurgiens veulent réopérer, ça pousse, ils veulent rouvrir les blocs, que euh, enfin, est ouvert, il n'y a que 2 salles d'intervention ouvertes, il y a 3 blocs par jour, une greffe à l'occasion, hépatique, vu qu'on fait de la greffe hépatique. Mais ouais, ça pousse un peu pour vers les blocs, d'autant plus que l'accueil de patients en réanimation commence un peu à diminuer, donc ils essayent un peu de rouvrir des réa qui sont non Covid. Bah, dès qu'il y aura des places pour des patients en réanimation non Covid, bah, ça veut dire que les blocs peuvent vraiment reprendre. En tout cas, pour l'instant, on est toujours en réanimation. Enfin, celles qui sont toujours en réanimation vont rester en réanimation au moins les 15 prochains jours. En tout cas, on est prévu jusqu'à la fin du mois. Et après, on verra au fur et à mesure. Je pense qu'on fera une montée et on libérera au fur et à mesure les IAD en fonction des blocs opératoires en fait. On s'adaptera. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas de diminution de nombre de lits de réa, c'est juste des lits de réa qu'on transforme de Covid plus en Covid neg. On a commencé nous, mais on ne diminue pas le nombre de lits de réa, donc il nous faut le personnel derrière. D'accord, bon, mais c'est très bien. Donc, je vois quand même ce qui ressort de tout ça, c'est que bah, l'anesthésie et réanimation s'est mobilisée dans son ensemble hein, pour pouvoir effectivement très rapidement monter en charge. Et on a utilisé les ressources qu'on avait, donc nos infirmières de réanimation en premier lieu, bien sûr, puis les infirmières anesthésistes, qui sont évidemment une grosse ressource humaine qui, une fois le bloc fermé, pouvait aller aider en réanimation et qui finalement ont réussi
à se fondre, si je peux dire, dans l'environnement. Ça, c'est bien. Puis après, il a fallu aussi avoir les infirmières de bloc, des infirmières de chirurgie qui sont prêtées au jeu, si je puis dire. Et ça, c'est quand même un bel esprit de l'hôpital où tous les corps de métier sont allés ensemble pour fonctionner et puis pouvoir multiplier les lits de réanimation comme ça et sauver ces patients qui sinon n'auraient pas pu être soignés. Donc ça, c'est quand même effectivement assez bien. Quel est votre définitif ressenti là ça va se calmer, ça reprend un petit peu les choses normales ou il y en a encore pour un bon moment à être comme ça un petit peu désorganisé, si je puis dire. Vous pensez un jour? Nous, sur la Pitié, là, pour l'instant, on se prépare à une descente très, très douce et à ce qu'on ait des lits de réanimation supplémentaires pendant des semaines, voire des mois. Bon, on verra, on va voir ce qui va se passer quand le déconfinement va arriver, mais on est encore sur nos gardes, quoi. D'accord, ben on croise les doigts, hein, effectivement, on va voir au fur et à mesure. Bon, ben en tout cas, bravo, puisque évidemment, vous êtes paramédicaux en première ligne dans cette crise hein, avec nous, et c'est vous qui avez beaucoup donné pour s'occuper de ces patients, donc bravo à tous. Et puis merci, et puis retour au travail, et puis à bientôt. Merci. Donc ensuite, on va passer à un petit point. La semaine dernière, on avait parlé néphro. Là, on va juste parler un petit peu neuro. Alors, je suis plus à l'aise sur le rein parce que c'est un peu mon topic que sur la neuro. Mais clairement, c'est des questions qu'on se pose tous actuellement. Donc, le tropisme neuro, est-ce qu'il est avéré ou pas? C'est difficile à dire pour l'instant. On n'est pas sûr qu'il y ait une vraie atteinte nerveuse directe par le virus même si au début on l'a pensé. Alors notamment on l'avait pensé parce qu'il y avait une atteinte du nerf olfactif avec cette anosmie et cette agueusie qui est un signe assez courant dans l'atteinte du Covid. Donc il avait été évoqué dans certains articles au départ que les fibres touchées, c'était les fibres sensorielles dans la lame criblée. Or on voit maintenant des articles apparaître sur plutôt une atteinte inflammatoire des centres olfactifs, là, comme on le voit dans cet article avec les images IRM, qui montre que c'est plutôt à ce niveau-là, avec une atteinte inflammatoire, qu'on aurait une perte brutale du sens olfactif. Et ce serait donc plutôt cette idée-là qui se ferait jour à la place d'une atteinte nerveuse directe. Alors, on a aussi eu pas mal de case reports sur des encéphalites, notamment des encéphalites nécrotiques. Vous l'avez tous vu, nos patients ont souvent de la confusion mentale, de la désorientation, un peu d'anosognosie, de l'apathie, très peu de convulsions en revanche, hein, et puis des symptomatologies type méningite virale. Mais la plupart du temps, les PCR étaient négatifs dans le LCR quand elles ont pu être prélevées, et on a peu pour l'instant de retour sur des prélèvements directs nerveux ou du cerveau qui auraient pu retrouver le virus. Il y a quand même certains articles japonais qui retrouvent chez un 24 ans une PCR, une RT-PCR qui était positive dans le LCR avec ce patient qui avait une atteinte type encéphalite avec une atteinte prédominante, vous voyez, sur le lobe temporal et en hypothalamique. Là aussi, une atteinte type sinusite avec une inflammation au niveau des sinus. Donc, clairement, ce qui a l'air de se dégager, c'est plutôt une part neuro-inflammatoire qu'un tropisme véritablement neuro pur, avec peut-être une atteinte microvasculaire, peut-être des pathologies endothéliales. On ne sait pas encore exactement ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des troubles neurologiques qui ensuite posent des soucis dans le réveil. Vous l'avez vu avec des patients qui se réveillent agités, des patients qui se réveillent avec un drive respiratoire qui est atteint, avec notamment des patients qui vont être en alcalémie avec une hypocapnie et qui ont du mal à réguler leur respiration, et puis de la confusion, du réveil compliqué, et également une atteinte neuromusculaire type tétraparésie, qui est surtout une atteinte musculaire, pas vraiment une atteinte neurologique, et qui a l'air de récupérer assez rapidement quand même, ce qui montrerait que ce serait plutôt une part musculaire. Donc ça, on va voir avec notre ami kinésithérapeute et ensuite Catherine Pogam la particularité de ces patients.
Voilà, donc Anne Freinet m'a rejoint. Donc Anne Freinet est kinésithérapeute dans le service de réanimation ici au CHU de Bordeaux et elle est également membre du comité scientifique de la SKR, la Société de kinésithérapeutes et réanimation. Donc Anne, dans cette émission, on fait aussi un petit peu la part belle aux paramédicaux qui nous ont accompagnés dans cette crise, hein, infirmières, IAD et évidemment kinés. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier avec ce Covid pour les kinés? Parce que les kinés sont très présents avec nous en réanimation pour tout ce qui est respiratoire, hein, évidemment, et la mobilisation. Mais là, au début, les patients étaient surtout hypoxémiques, peu sécrétants, donc peu besoin de kiné en fait sur la première phase. Bon, mais c'est après que c'est devenu important, hein. Donc, vous, comment vous l'avez vécu un peu de votre côté, là, kiné, cette crise et la spécificité du kiné sur ce Covid? Alors, comme tu l'as dit, patient très hypoxique au départ, donc pas forcément d'indication de désencombrement. Donc ça, nous, à la SKR, on a rapidement fait le point sur ça. On a exprimé des recommandations qui expliquent vraiment ce point-là, c'est-à-dire hypoxie et kiné respi de désencombrement, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Cependant, on a été plutôt sollicité sur les prélèvements bronchiques, donc ça, les ECBC ou les aides au LBA notamment. Et puis finalement, là, on arrive sur une phase où les patients sont parfois sur des surinfections ou sur des nouveaux contrôles ECBC et surtout sur des patients et maintenant extubés. Et donc là, par contre, sur la suite de l'extubation, là, il y a plus de travail, de désencombrement, de récupération de la déglutition, de la gestion aussi de la réhabilitation. Donc il y a une sorte d'étape ultérieure qui est plus impliquante pour nous. Vous avez été aussi beaucoup sollicité pour les DV, hein? Oui, alors le DV, bien sûr, notamment sur là, des patients qui sont à leur 15e séance de décubitus ventral, donc dans la formation des équipes pour la mise en place du décubitus ventral, est-ce qu'il faut des coussins ou pas, comment on fait la mise en place, la surveillance, et puis cet automatisme du retournement. Donc ça, effectivement, on a été pas mal sollicité sur ça. C'est aujourd'hui, j'ai l'impression, bien acquis. Nous, on aime y participer, on aime voir si ça se passe bien, par rapport notamment aux de tête. Donc, voilà, on participe toujours sur ça et c'est intéressant. Bien sûr, et ça nous a beaucoup aidé. Après, il y a toi, ce que tu as beaucoup travaillé avec tes collègues en France sur la réhabilitation. Là, on voit qu'ils ont été sédatés pour certains pendant longtemps, plus le DV, plus tout ça. Ils ont des grosses neuropathies de réanimation avec des tétraparasies importantes, etc. Et donc là, vraiment, la kiné a un rôle majeur pour réhabiliter ces patients. Ouais. Alors, en fait, nous, on a un peu le sentiment qu'on a deux types de patients de réa. Le patient qui est que vous gardez très longtemps en réanimation, qui est sur des défaillances multiviscérales, et lui, la neuropathie, elle est énorme, et quelque part, on est encore sur par exemple, de la mobilisation strictement passive. Ces patients-là, on sait que dans quelques temps, on va avoir énormément de travail, s'ils survivent à la réanimation. Et puis après, on a des patients, un autre type de patient qui est aussi intubé, ventilé, sédaté, curarisé en DV, pas très longtemps, qu'on finit par extuber. Ces patients-là, ils ont une neuropathie très importante, on le voit, mais qui récupèrent très rapidement. Par contre, ils sont, en tout cas on a ce sentiment-là, ils sont un peu déconditionnés à l'effort. C'est-à-dire que le bord de lit, ils chutent leur saturation tout de suite, la mise debout paraît très compliquée, on a l'impression que c'est plutôt ça qui va nous pénaliser, c'est-à-dire le déconditionnement à l'effort, et mes collègues parisiens, mes collègues de l'Est font remonter cette info, ils sont un petit peu en avance eux sur nous, ils font beaucoup remonter cette info. Le MRC est bon, pour autant l'adaptation à l'effort paraît difficile. Oui, ça va être un problème. Alors évidemment, on voit que les kinés, on peut jouer au tout début sur l'hypoxémie, puis bien au milieu sur tout ce qui était DV, mobilisation passive, etc. Et puis là, ça, on voit que vous allez avoir là maintenant un rôle majeur sur avant la sortie de réanimation pour vraiment rebooster ces malades. Et puis après le post-réanimation et le retour à domicile, là ça va être majeur, et je crois que vous avez fait quelques recommandations avec la SKR à ce sujet. Oui, alors, ça va être très important, je pense.
Ouais, en fait, je pense qu'il y a une étape intermédiaire dont tu n'as pas parlé, c'est aussi le patient trachéotomisé qui sort de réa. Et lui, actuellement, notamment à Paris, ça paraît compliqué de leur trouver des endroits parce que les centres ne les prennent pas forcément. Ils ont en plus quand même besoin encore de soins hospitaliers, donc on a aussi ce problème. Nous, là, en kiné, pour le coup, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On est en train de réfléchir avec des collègues sur des recommandations sur la trachéo, la gestion de la trachéo, pour les autonomiser, les réhabiliter en même temps. Donc ça, c'est un gros boulot. On n'a pas encore finalisé ça, mais on y travaille. Ce qu'on a plutôt formalisé, ce sont des recommandations pour les patients qui rentrent à domicile par l'intermédiaire de l'HAS. Et là, avec 2 de mes collègues de la SKR, on a fait partie d'un groupe de travail. On vient d'exprimer ces recommandations pour le kiné de ville, comment il doit prendre en charge ces patients qui ont été hospitalisés et qui ont été étiquetés Covid+. Comment on fait en termes d'habillage, déshabillage, de soins, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est effectivement une étape un peu ultérieure, mais très importante. Et ça, ces recommandations sont disponibles sur le site de la SKR, je suppose Plutôt sur le site de l'HAS. Sur le site de l'HAS. Oui, parce qu'on a d'autres collègues libéraux, des collègues qui font partie d'une société appartenant à la SPLF, donc on est plusieurs, donc on n'a pas mis ça sur la SKR, c'est plutôt vraiment sur l'HAS, en accès libre sur Internet. D'accord. On voit bien que cette crise, évidemment, tous les acteurs qui habituellement travaillent ensemble en réanimation, là, ça a vraiment été une union importante de tous les corps de métier où on voit vraiment l'importance de chacun à chaque étape, et ça c'est quand même primordial. Et c'est vrai que là, au début, on s'est dit bon, la kiné va pas beaucoup jouer sur ses patients, hein, que tout le monde s'est dit, ils sont juste hypoxémiques. Bon, puis on voit au fur et à mesure que non, la kiné va avoir vraiment un rôle primordial sur les patients qui vont survivre et qui vont sortir de réanimation. Oui. Donc il va vraiment falloir s'attacher à ça. Oui, avec cette notion en plus de ces patients qui restent 3 semaines, 1 mois, voire plus en réanimation. Là, c'est vrai que les premiers jours, ils sont très instables, ils sont pas forcément des patients pour nous prioritaires, mais on voit bien que sur le long terme ou le moyen terme, si on veut les réhabiliter et donc faire de la place pour d'autres, on va devoir avoir en tout cas une présence importante. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On est d'accord qu'encore plus que d'habitude, avec ces patients-là, c'est mobilisation passive dès qu'on peut, pour éviter les rétractions tendineuses, etc. Et mobilisation active, là aussi, dès qu'on peut. Oui, en fait, moi franchement, je pense que la mobilisation, elle est indispensable au départ quand le patient est stable. Et ça, c'est important parce qu'ils sont très instables parfois. Ils désaturent rapidement parfois, donc il faut réfléchir, c'est toujours pareil. Chaque patient ne fait pas la même chose. Les rétractions, c'est important, et j'ai envie de dire aussi en DV, parce que les patients qui passent 16 heures, 15 nuits de suite, avec par exemple des pieds qui ne sont pas forcément tombants au bout du lit, ils peuvent rétracter leurs triceps. Nous, après, ça veut dire qu'on ne peut plus les faire marcher. Donc, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance. Là où je pense qu'on a un rôle primordial, c'est le patient extubé, qui récupère, et qui lui est vraiment en réhabilitation, et lui qu'il faut voir de façon très appuyée pour le renforcement, pour l'équilibre, pour les transferts et pour, au bout d'un certain temps, la réhabilitation à l'effort. Ça, c'est évident que ces patients-là, pour nous, ils sont extrêmement importants. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne. Voilà encore une illustration que tous les corps de métier ont vraiment été indispensables à la gestion de cette crise. Donc, peut-être par la suite, si on a d'autres infos sur la réhabilitation ou le post-réa, à vous donner des nouvelles avec nos amis kinésithérapeutes. Merci. Donc voilà, la semaine dernière, on avait parlé gestion de la crise avec donc professeur Catherine Poggenburst, qui est chef de pôle de l'anesthésie-réanimation à Beaujon et qui est également notre présidente du comité scientifique de l'ASFAR. Et donc cette semaine, on va plutôt essayer de voir ce qui se passe l'après ou juste avant l'après-réanimation. Donc ces malades qui effectivement ont des atteintes neurologiques, au moins des neuropathies, sont trachéotomisés pour certains. Et puis derrière les USC, les soins de suite, la médecine et encore plein de Covid. Donc comment on s'en sort pour réussir à libérer des places en réa, et qu'est-ce qu'on fait de ces patients en post-réa? Catherine, tu as quelques données et comment vous faites à Paris?
Bonjour à tous et à toutes. En fait, une des difficultés qu'on a est de savoir effectivement quel va être le devenir de ces patients. On sait qu'ils ont tous des durées de séjour longues, ça c'est sûr, supérieures à 14 jours. Et après, évidemment, quand on construit le parcours patient, ce qui est un facteur limitant, c'est ce qu'on peut faire en aval post-réa. On voit bien qu'on a globalement un aval qu'on voudrait être l'aval habituel, c'est-à-dire des patients encore fragiles qu'on vient d'extuber. Idéalement, on aimerait bien les laisser 3-4 jours en USC avant de les sortir soit en MCO, soit en SSR respiratoire, ou SSR tout court d'ailleurs. Et puis, on a des patients pour lesquels on va dire le sevrage va être respiratoire, va être un peu long, et probablement parce qu'on veut aussi libérer un peu de lits en réal et sortir sur les SRPR. Et ça étant dit, on voit assez bien ce type de filière. La vraie difficulté qu'on a, c'est de définir les volumétries. Et elles sont évidemment, si on parle de l'AREA, elles sont déjà dépendantes de la pratique qui a été faite de la trachéo ou pas. Précoce, pas précoce, beaucoup, pas beaucoup. Comme tout le monde, je suppose, dans cette situation-là, actuellement, on est à 5 semaines de début de la crise à peu près. Et on est à 15 jours, 3 semaines du pic autour du 1er avril. Là, on a regardé un petit peu, il y a 900 lits de réa encore ouverts Covid+, avec 950 et quelques patients hier soir. Et la petite photo du jour montre qu'on a 10-12% des patients qui sont trachéotomisés. On peut imaginer que c'est des patients qui vont être requérants soit de SRPR, et ou de SSR, avec la difficulté, en tout cas dans notre région, que les SSR, fusiles respiratoires, ne prennent pas les patients trachéotomisés. Même si on a récupéré l'autonomie respiratoire, il y a la gestion de la trach. Donc on voit bien que ça passe par un SRPR, soit un SRPR de sevrage ventilatoire comme on peut le faire. À titre d'info, en région parisienne, on en avait 36 lits à ce stade, dispo. Donc c'est sûr que ça va être un peu juste, soit SRPR de gestion trachéo. Il y a des gens qui sont encore ventilés quelques heures, mais qui s'approchent progressivement. Alors l'expérience a l'air de dire, mais c'est sous réserve, que en fait une fois qu'on les sort, on arrive à les déventiler finalement assez vite. Et ça se passe pas si mal que ça, parce que juste là je regardais sur les 10 derniers qu'on a envoyés en SRPR. Il y en a déjà 5 à domicile, donc en moins de 15 jours, 3 semaines, ce qui est assez court pour un séjour de SRPR. Ça étant dit, quel volume on aura besoin, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de ce dont ont besoin tous les malades. Et que plus ça va, et plus je crois que ça serait vraiment... il ne faut pas s'arrêter à juste regarder nos malades en sortie de réa. Il y a des malades de MCO, en particulier des malades qui ont fait plusieurs jours d'oxygène à haut débit, qui éventuellement, en fonction des organisations, c'est plus les réanimateurs qui les géraient, et donc qui sont revenus en MCO classique. Et ces patients, ils sont très, très abîmés aussi. Donc, eux aussi vont probablement avoir besoin, en tout cas, méritent d'une évaluation globale, plutôt avec l'aide des MPR quand même, c'est l'idéal, pour voir s'ils sont aptes ou pas à rentrer à la maison. Et c'est probablement la dernière réflexion en cours, c'est que la façon dont ils ont des atteintes respi et cardio, ils sont déconditionnés à l'effort, avec souvent la non-conscience, c'est-à-dire qu'ils deviennent hypoxiques, ne serait-ce que quand ils se lèvent, ils désaturent de 3%, sans en avoir une prise de conscience. Donc là, il y a un déconditionnement à l'effort, enfin l'effort modéré. Ils ont maigri, ça c'est sûr. Et donc clairement, là, la perte de poids est un facteur majeur. Ils sont quand même très souvent pas très bien sur le plan psychologique, quand c'est pas psychiatrique. Ils ont quand même des vrais critères, pas tous heureusement, mais ils ont des états de stress aigus, ils ont de l'anxiété, c'est compliqué. Et puis vous avez tous entendu parler de ces déliriums très persistants. Donc il faut une évaluation psychiatrique.
L'évaluation moteur, c'est celle que tout le monde connaît. Il peut pas marcher, il peut pas se lever. Il a une neuromyopathie ou plus myo que neuro d'ailleurs. Visiblement, ça l'a récupéré assez vite. Il peut aussi y avoir des escarres, on ne sait jamais, sur l'état cutané. Et puis, il y a l'aspect social. Donc, tout ça, ces 5-6 points qui doivent être évalués sont hyper importants. Pour nos patients en sortie de réa, j'allais dire que même moi, je ne suis pas très inquiète pour les nôtres, parce que notamment si on les met en CRPR, ils sont entre de bonnes voies. Et tout ça sera très bien fait. Il y a certains patients qu'on ne passe plus par l'USC, parce que tu l'as dit, les USC sont devenus des réa. Ils se retrouvent en salle. Et là, ça serait dommage qu'il n'y ait pas cette évaluation et qu'on ne renvoie pas à domicile des gens qui ont l'air pas mal, qui ne sont pas vieux. On se dit que ça va le faire et puis en fait, on passe à côté de choses. Donc, et dans les choses, on voit notamment des pneumologues et des gens de médecine interne qui revoient des patients qui sont sortis à domicile il y a 15 jours, 3 semaines, qui restent dyspnéiques, qui sont pas très bien. Donc on sent que là, il va y avoir des besoins. Après, la question n'est pas résolue, c'est combien, comment, où. Probablement qu'il y a une place, l'idéal, ça serait pour chaque fois que c'est possible, une place pour l'HAD. Il y a quand même des choses, il y a des gens qui mettent en place des programmes de réhabilitation à domicile. Ça suppose qu'il y a un peu de kiné, il y a des choses qui sont aussi faisables en téléconf. Mais bon, c'est un peu la situation. Oui, on sent bien que ça. Là, on est sorti effectivement du pic. Et on sent bien que ça va être le nouveau goulet d'étranglement, ça va être le post-réa. En même temps, la chirurgie, elle va commencer à reprendre, parce qu'il faut aussi s'occuper des patients qui commencent à arriver, on voit là, qui ont attendu longtemps et puis qui arrivent. Et puis, il faut sortir les patients de réanimation pour pouvoir prendre ces nouveaux-là. Et donc, le nouveau goulet d'étranglement, maintenant, va se déplacer vers la post-réa, on sent quand même, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, ça va s'engorger derrière, quoi. Oui, et puis quand on discute avec les gens qui font encore l'après-hospitalisation aiguë, ils disent très bien que par exemple les SSR, gériatriques ou pas gériatriques, se sont transformés. Et donc, logique, hein, pour prendre beaucoup de Covid. Et donc, par exemple, des patients qu'on sortait en SSR, en post-op, un peu fatigués, non Covid, bah, il n'y a plus de place. A fortiori, s'ils sont un peu plus âgés. Notamment, il y a des sujets gériatriques assez importants. Donc, effectivement, on est en train, la vague se déplace et il faut que ça suive. C'est aussi pour ça que les gens qui font beaucoup de MPR pensent qu'il y a une place pour le domicile et un certain nombre de choses faisables à domicile chaque fois que c'est faisable. Il y en a qui pensent à mettre en place des applis type comme on avait pour Covidom, mais pouvoir les suivre Covidom Réhab, enfin ce genre de choses parce qu'on va en avoir besoin. Ce serait dommage quand même qu'on puisse pas, indépendamment de la pression générale, il faut reprendre l'activité, il y a des urgences qui ne l'étaient pas, qui le deviennent maintenant parce que les gens ont beaucoup attendu, parce qu'ils avaient peur de revenir à l'hôpital. Mais ça serait bien qu'on prenne bien en charge et ça serait un peu pas un échec, mais en tout cas, le job n'aurait pas été fait jusqu'au bout si on n'est pas capable d'accompagner correctement nos patients Covid plus sortis de réa. Parce qu'on voit bien quand même qu'ils sont quand même méchamment secoués. Oui, c'est sûr. Ça va être un challenge. Et il va falloir le prendre en compte aussi pour la reprise de l'activité chirurgicale. Je pense qu'on parlera justement de cette reprise de l'activité la semaine prochaine, probablement avec un chirurgien dans la web TV. Écoute, merci beaucoup Catherine. Quelque chose de plus tu voulais nous dire sur ce sujet? Non. Je pense que la vraie difficulté, c'est d'accepter de faire avec tout ce qu'on ne sait pas. Et en particulier là pour la reprise chirurgicale, il y a plein de patients opérés, il n'y a pas de doute. Mais comment il va falloir les gérer au mieux? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et toujours garder en tête que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai la semaine prochaine. Et donc, faut rester extrêmement prudent. Mais c'est vrai que l'incertitude, c'est compliqué. C'est ce qu'on vit depuis le début. Effectivement, c'est compliqué. On va continuer à le vivre un petit moment, je pense, l'incertitude. Ouais. Mais avec encore un petit peu plus de pression en plus. Donc, oui, c'est ça. Ça va devenir sympathique. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup Catherine. Et puis, à bientôt pour d'autres web TV. Au revoir. Au revoir.
Et puis pour finir, eh bien évidemment, il faut continuer à parler des pénuries, hein, puisque on l'a vu, on va avoir maintenant peut-être une reprise un peu plus progressive des urgences et des chirurgicales, enfin les urgences chirurgicales on va les traiter, mais des semi-urgences et des patients de chirurgie réglée qui vont commencer à revenir. Puis on voit des patients revenir là maintenant aux urgences ou qui arrivent après avoir attendu un peu trop longtemps parce que malheureusement ils étaient chez eux. Et donc, tous ces patients-là, il va falloir s'en occuper également. Et il y a donc ces pénuries de médicaments. Vous le savez, on a fait des recos, entre guillemets, de l'ASFAR, parce que ce ne sont pas des recos, on a des recommandations, hein, comme on l'appelle habituellement. Mais c'est une aide pour la gestion de ces médicaments en pénurie. Il y a également une petite vidéo du professeur Pierre Albaladejo à ce sujet pour vous aider à gérer la pénurie de médicaments. Et puis on a publié, vous voyez en bas là, des préconisations pour l'utilisation parcimonieuse des molécules qui sont actuellement en tension. Il y a toujours évidemment des pénuries sur des surblouses, tous les EPI, hein, les masques, etc. Donc à l'heure actuelle, on a des livraisons régulières, mais il y a toujours des tensions là-dessus. Et il y a des tensions sur le matériel d'épuration extra-rénale, notamment sur les kits d'épuration. Les firmes font tout ce qu'elles peuvent pour les fabriquer en flux continu, mais il y a encore évidemment des tensions à ce niveau-là. Et bien voilà, pour finir, une petite image sympathique. Là, vous voyez les enfants des soignants chez nous là, qui ont décoré avec leurs dessins les portes de nos modules Covid pour nous aider tous les jours à traiter ces patients. Donc, eh bien, écoutez, voilà, on va finir sur cette petite image. Merci à tous, merci évidemment, comme on l'a vu aujourd'hui, là, aux paramédicaux qui nous suivent dans la gestion de cette crise. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour le prochain point hebdo. Au revoir.